Bonjour, dernière vidéo d'immunologie qui va traiter de la vaccination et comment les analyses sanguines sont un outil d'exploration des défenses immunitaires, de l'immunité. Donc on a traité l'immunité spécifique humorale et cellulaire. Eh bien, la connaissance de cela a permis d'élaborer des stratégies vaccinales. C'est-à-dire que la vaccination, elle repose sur l'existence des cellules mémoire. On a parlé des cellules mémoire dans la vidéo précédente. J'ai gardé les documents. Ici, on a des lymphocytes B mémoire, des lymphocytes T mémoire. Ici, notamment, les voyelles, lymphocytes B mémoire. C'est sur la connaissance de l'existence de ces cellules qu'on a pu mettre au point la vaccination. Alors, la vaccination, excusez-moi, la vaccination, c'est comprendre le principe. L'organisme réagit différemment contre un antigène qu'il rencontre pour la première fois et un antigène avec lequel il est déjà entré en contact, c'est-à-dire une deuxième fois. Regardez ici, il faut bien comprendre ça. On a ce graphe classique du taux d'anticorps en fonction du temps. On a le taux d'anticorps en unité arbitraire, c'est pas important, en fonction du temps. Quand j'injecte le vaccin A, on a une réponse primaire A en rouge, qui est lente parce que vous voyez que le taux d'anticorps n'apparaît pas tout de suite. On a un temps de latence ici. On a un temps qui est le temps nécessaire à faire toutes les réactions que l'on a pu voir. L'activation des lymphocytes, la différenciation en plasmocytes, mise en place de cellules B mémoire, production d'anticorps, il faut 15 jours. Il faut 15 jours pour que... non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il y a 15 jours pour que ça, là, lymphocyte B, plasmocyte, sécrétion d'anticorps, pour que ça se réalise. Donc, première réponse primaire, au départ, il faut bien 15 jours avant que les anticorps apparaissent. Puis on se rend compte que le taux d'anticorps, c'est-à-dire la quantité d'anticorps dans le sérum, dans le plasma, elle n'est pas très élevée et rapidement cette quantité diminue. Si par contre on... c'est pas judicieux de mettre ça en bleu, on va le mettre en rouge. Alors, je vais effacer le bleu parce que vous allez comprendre justement pour que ce soit cohérent. Première injection A, deuxième injection, alors, si je fais le rappel vaccinal de A, deuxième injection, rappel de A, qu'est-ce qu'on observe? Déjà, l'injection a lieu ici, tout de suite le taux d'anticorps apparaît. Il n'y a plus ce temps de latence. La réponse, elle est immédiate, moins de 24 heures. En moins de 24 heures, les anticorps apparaissent. Le taux est plus élevé et plus durable. C'est dû à la présence des cellules mémoire. C'est-à-dire que les cellules mémoire, elles vont tout de suite s'activer parce qu'elles ont déjà vu cet antigène. Je vous rappelle, première injection du vaccin A, première injection de l'antigène, il y a la fabrication des cellules mémoire qui restent au repos. Mais si elles voient le même antigène une deuxième fois, tout de suite, elles se différencient en plasmocytes. Tout de suite, excusez-moi, tout de suite les cellules mémoire ici, elles deviennent plasmocytes. On n'a plus toutes ces étapes-là à faire. On gagne les fameux 15 jours du temps de latence dans la réponse secondaire. Donc production d'anticorps, de lymphocytes T mémoire et lymphocytes B mémoire à nouveau. Si par contre je fais une deuxième injection avec un vaccin B ici, ce sera la réponse primaire de B, parce que c'est la première fois que l'organisme voit B, donc lui, il fait exactement comme pour la première fois qu'il voyait A, c'est-à-dire un temps de latence de 15 jours, un taux pas très élevé et une décroissance assez rapide. Donc la réponse primaire, elle est lente, peu intense, peu durable. Elle permet la production de cellules mémoire. Et la réponse secondaire, mais si c'est le même antigène, c'est très important ça.
Si c'est le même antigène, la réponse est immédiate parce que les lymphocytes mémoire sont monopolisés, elle est intense et durable. Donc la première rencontre induit la réponse primaire. Elle est caractérisée par une phase de latence entre la rencontre de l'antigène et le début de l'apparition des anticorps dans le sérum. C'est le temps nécessaire à la prolifération des lymphocytes B activés, leur différenciation en plasmocytes. Elle est caractérisée par une durée courte et une quantité d'anticorps produits peu importante. La durée de vie de plasmocyte est courte, les anticorps sont rapidement dégradés. Lors de la deuxième rencontre avec le même antigène, réponse secondaire. Si c'est un autre antigène, c'est à nouveau une réponse primaire. Elle est plus rapide, phase de latence beaucoup plus courte, plus efficace, quantité d'anticorps produits plus importante et plus longue. La réponse secondaire repose sur la présence des lymphocytes mémoire qui ont été mis en place lors du premier contact. Ils ont une durée de vie longue, plusieurs années, plusieurs décennies sans doute. Réponse primaire, il faut faire tout ça. Et on a des lymphocytes B mémoire qui se mettent en place. Réponse secondaire, le lymphocyte B mémoire reconnaît tout de suite l'antigène qui est identique et tout de suite, en moins de 24 heures, il sécrète des anticorps. La vaccination donc est basée sur le principe. Oh là là, excusez-moi, c'est juste avant. Allez, c'est la fin. Ah non. Qu'est-ce qu'il y a voilà. La vaccination, excusez-moi, est basée sur le principe de la mémoire immunitaire. Elle consiste à injecter à un individu un antigène non virulent, c'est-à-dire que ce n'est pas un antigène qui va provoquer la pathologie. On introduit un virus de la grippe qui n'est pas agressif. La virulence, c'est la capacité de nuire, c'est le pouvoir pathogène. Donc ce virus de la grippe qu'on va injecter, qui sera dans la seringue, il ne sera pas aussi méchant, entre guillemets, ce n'est pas un terme à vraiment utiliser, il ne sera pas aussi virulent que le virus normal, mais il est reconnu comme du non-soi. Il déclenche des réactions immunitaires immunogènes qui génèrent, qui entraînent une réaction immunitaire. Il entraîne le déclenchement d'une réponse primaire, formation de lymphocytes mémoire. Lors d'un deuxième contact avec ce même antigène, alors on a deux possibilités. Soit c'est le rappel vaccinal, ou alors c'est cette fois-ci l'agent virulent qui est responsable de l'infection. Peut-être que ça, là, pour le coup, c'est le vrai virus de la grippe. C'est le virus de la grippe, pas celui qui est dans la seringue, celui qui circule dans l'air. Mais les cellules mémoire, elles ne font pas la différence entre un antigène non virulent. Il y a les mêmes épitopes. Les épitopes sont les mêmes. Et à ce moment-là, les cellules mémoire, elles mettent en place une réaction secondaire très rapide avant même le développement de la maladie. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Je vais enlever. Non, on ne peut pas enlever ça comme ça. Comme ça. C'est pas ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais enlever. Excusez-moi, c'est ça que je vais enlever. Alors, non, bah décidément, c'est la dernière vidéo de ce chapitre, donc forcément, c'est plus fébrile. Ici. Le deuxième contact, lors d'un deuxième contact avec l'antigène, ça peut être l'antigène virulent lors d'une infection, c'est-à-dire vous vous vaccinez contre un agent pathogène, et bien le deuxième contact, c'est l'agent pathogène qui circule, le vrai, qui va rendre malade les personnes qui ne sont pas vaccinées et qui ne va pas vous rendre malade parce que vous avez déjà vu, votre système immunitaire a déjà vu cet antigène, a produit des cellules mémoire, et donc il va tout de suite, il va avoir une réaction secondaire très rapide, tout de suite, votre organisme va sécréter des anticorps avant même le développement de la maladie. L'immunité donc spécifique d'un antigène, elle est active, c'est-à-dire que l'organisme produit ses moyens de défense. Elle est non immédiate, il y a un temps de latence, mais elle est de longue durée. Donc, les mots importants, je viens de comprendre que je n'ai pas besoin de faire tout ce que je faisais avant.
active, non immédiate avec le temps de latence, longue durée. Voilà les 3 mots-clés de l'immunité vaccinale. Difficile de ne pas parler de la vaccination au coronavirus. Maintenant, il y a des nouveaux vaccins. La plupart des vaccins, c'était on prend l'antigène, on prend le virus, on lui fait subir des traitements à la chaleur, au formol, et il, est, il garde son pouvoir, il garde ses caractéristiques du non-soi, il garde sa capacité à déclencher des réactions immunitaires, mais il n'est pas virulent. On a fait énormément de vaccins comme ça. Mais la grande nouveauté avec le coronavirus, c'est qu'on n'injecte pas le coronavirus. On injecte, dans les vaccins ARN notamment, l'ARN messager qui va être injecté dans des cellules musculaires, c'est une injection intramusculaire. Et les cellules musculaires, quand elles voient cet ARN messager, elles ne distinguent pas que ce n'est pas de l'ARN messager du corps humain. Donc les ribosomes de ces cellules, eh ben, ils décodent l'ARN messager. Ils font de la traduction et ils fabriquent une protéine. Par contre, la protéine qui est produite, c'est la petite protéine. J'aurais dû prendre ça. Bon, c'est pas grave. C'est une protéine spécifique du virus, la protéine Spike, vous en avez entendu parler. Et bien ça, par contre, cette protéine, le corps humain se dit, tiens, ça, c'est pas du soi, c'est du non-soi. Donc, c'est antigénique, je détruis et je fabrique des anticorps. Donc, c'est plus le virus que l'on injecte dans le cas des vaccins ARN. C'est l'ARN messager qui code pour une des protéines du virus. C'est ça qu'il faut comprendre. La vaccination, c'est une méthode préventive. Lors d'une infection naturelle ultérieure, avec le même antigène, l'individu ne développe pas de maladie. Il est immunisé, c'est une protection individuelle. La durée et l'efficacité de la protection vaccinale, elle dure de plusieurs mois à plusieurs années. Ça va dépendre du vaccin. Si on applique ça à une population, la vaccination est un moyen de prévention collective. Elle permet, en diminuant l'incidence d'une maladie, de limiter les risques d'épidémie. Pourquoi chaque année il faut renouveler le virus de la grippe? Parce que chaque année le virus mute. Chaque année on a des nouveaux variants. C'est un terme que vous connaissez parce qu'on l'a beaucoup entendu pour les coronavirus. Il y avait le variant britannique, il y a le variant indien, il y a le variant sud-africain, brésilien. Donc les virus ont une capacité de bouger, muter, se modifier tout le temps. Eh bien, la souche, chaque hiver qui arrive est différente de l'hiver précédent. Donc, il faut préparer un vaccin différent chaque année parce que le virus change chaque année. C'est ça. Donc, il y a des laboratoires mondiaux qui observent les virus et qui, à l'époque du printemps, isolent le virus de la grippe en Asie, parce que c'est toujours d'Asie, en partant d'Asie et en allant vers l'ouest que le virus de la grippe circule. Ils détectent la souche majoritaire, ils fabriquent le vaccin et on commence à administrer le vaccin au mois de novembre-décembre, enfin, à partir du mois de novembre en France, parce qu'on sait que le virus qu'on a observé en Asie en avril est le virus qui va se retrouver en novembre, enfin à décembre-janvier. Donc on vaccine un peu avant en France. En quoi une analyse sanguine permet d'avoir des informations sur les défenses de l'immunitaire? Alors, l'analyse sanguine que l'on fait classiquement, c'est une NFS, numération formule sanguine. On va compter le nombre des cellules. On va compter les globules rouges, on va compter les globules blancs, donc les globules rouges ici, les globules blancs ici, les leucocytes, les plaquettes, les thrombocytes. On connaît les valeurs de référence, que vous n'avez pas à apprendre. Par contre, vous devez connaître les termes médicaux pour dire il y a plus de ça, il n'y a pas assez de ça, de telle cellule. Par exemple, les hématies, le taux d'hématie, si le taux est trop élevé, vous devez savoir qu'on dit que c'est une polyglobulie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, je sais, j'ai fait une bêtise. Je sais ce que j'ai fait. Donc ça, je me suis trompé de touche. Donc il faut que je le fasse. Super. Ça. Pas de souci. Et encore une fois, et ça devrait être bon. Voilà.
Ça qu'il fallait faire. Polyglobulie, trop de globules rouges. Pas assez de globules rouges, érythropénie. On connaît ça. On peut mesurer le taux d'hémoglobine qui va augmenter. Pas du tout. Taux d'hémoglobine aussi qui va augmenter chez les personnes ici, en vivant en altitude et plutôt diminuer chez les fumeurs. Non, qui augmente chez les fumeurs, excusez-moi. Une anémie est une baisse du nombre de l'hémoglobine. Souvent, dans le vocabulaire courant, une anémie, c'est une baisse de globules rouges. C'est pas vrai. On peut avoir un nombre de globules rouges normal et une valeur de l'hémoglobine diminuée. Et à ce moment-là, c'est une anémie. C'est pas parce que le nombre de globules rouges est bas que c'est une anémie. On peut avoir une anémie et un nombre de globules rouges normal. L'hématocrite, c'est le pourcentage des hématies. Quand vous allez en altitude, ce pourcentage augmente. D'ailleurs, c'est ce que font beaucoup de sportifs pour avoir plus de globules rouges avant une compétition sportive. Les leucocytes, ici. Les leucocytes, très important. Globules blancs, c'est eux qui sont responsables des défenses immunitaires. Donc c'est eux qu'on va regarder. C'est pas tellement les globules rouges. Un nombre de leucocytes trop élevé, supérieur à 10 puissance 9 par litre ou 10 000 par millimètre cube, on dira que c'est une hyperleucocytose. Et lors d'une infection, on va changer de couleur. Hyperleucocytose. Lors d'une infection, donc lorsque vous êtes infecté, lors d'une infection virale, bactérienne, votre nombre de globules blancs augmente. Dans les globules blancs, vous pouvez faire la formule leucocytaire. Vous voyez ici, formule leucocytaire, c'est-à-dire la proportion des globules blancs. Parce que dans les globules blancs, vous avez des polynucléaires neutrophiles. Ça, c'est les granulocytes, éosinophiles, basophiles. Mais vous avez les lymphocytes ici. Et les monocytes, qui deviendront macrophages. En cas de lymphopénie, s'il n'y a pas assez de lymphocytes, on parlera de lymphopénie. On a ça lors de chimiothérapie, d'insuffisance rénale par exemple. Et retenez, quand le nombre de leucocytes est trop important, infection, c'est ça qu'il faut retenir. Ça, je ne vais pas le mettre comme ça. Pourquoi? C'est les fameux lymphocytes B, lymphocytes T, c'est ça les lymphocytes, hein? Lymphocyte T8, lymphocyte T4, lymphocyte B. Si vous avez une infection, il faut qu'ils se multiplient. Donc, dans une prise de sang, on peut voir, lors d'une prise de sang, que les leucocytes, ici, le total des leucocytes, qui est là plutôt, 4 à 10, le total de 4 à 10 ici, eh bien, s'il est à 12, 15, 17, hyperleucocytose. Hyperleucocytose, infection. On peut mesurer les plaquettes dans un contexte de défense immunitaire, c'est pas ça qu'on va regarder. Les plaquettes sont responsables de la formation de caillots sanguins. Un nombre trop élevé de plaquettes, c'est une thrombocytose. Et un nombre trop faible, c'est une thrombopénie. Là, il y aura des problèmes de coagulation. Donc voilà l'analyse sanguine qui peut être un guide. Mais ce qu'on va vraiment regarder, c'est les leucocytes et l'hyperleucocytose qui est signe d'une infection, notamment infection par le virus de la grippe. Quels sont les marqueurs de l'inflammation? Souvenez-vous, non, c'est dans ce chapitre. Au tout début, on a vu la réaction inflammatoire. Ici. Quand la réaction inflammatoire a lieu, il y a des conséquences sur le sang et que l'on peut voir dans une analyse sanguine. L'inflammation se traduit par une augmentation de certaines molécules, certaines protéines responsables de l'inflammation dans le plasma. On va prendre en compte la vitesse de sédimentation et la présence d'une protéine qu'on appelle la protéine C réactive. La vitesse de sédimentation, elle va indirectement explorer le taux des protéines de l'inflammation. Plus les protéines de l'inflammation sont en nombre élevé parce qu'il y a une inflammation, plus la vitesse de sédimentation augmente.
Ça va permettre de diagnostiquer une inflammation chronique ou aiguë. Aiguë, c'est suite à une infection, par exemple. Chronique, c'est quelque chose qui est tout le temps en place, comme des réactions inflammatoires chroniques au niveau des articulations, des polyrhumatoïdes, des choses comme ça. Euh, la vitesse de sédimentation. On prend des tubes de sang très fins. Et au tout début, on aspire et tout le tube est rouge. Vitesse de sédimentation. La sédimentation, c'est lorsque des éléments plus lourds tombent au fond d'un tube tout seul par la force de gravité. Vous prenez par exemple de l'eau mélangée avec de la terre, c'est de la boue, vous prenez ça dans une éprouvette, c'est marron, vous posez ça sur une table, vous revenez 3 heures après, et ben, la partie terreuse est au fond du tube et vous avez de l'eau, pas très transparente, mais vous avez de l'eau qui apparaît au-dessus du tube. C'est exactement pareil ici, regardez. Là, on voit, si on laisse un tube de sang reposer tout seul, il y a le plasma qui apparaît, le petit disque blanc qui représente le globule blanc et les plaquettes, et les globules rouges. Donc, pour tous ces tubes-là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour tous ces tubes, on les mélange au tout départ, et on va regarder ici, par exemple, là, on détermine que c'est la hauteur du plasma. On va regarder au bout d'une heure et au bout de 2 heures. Là, vous voyez bien que si on a fait l'examen sur tous ces tubes en même temps, ben, celui-ci, la vitesse, elle est beaucoup plus rapide par rapport à cela. Celui-ci a la vitesse de sédimentation la plus lente. On le voit également ici. Donc là, ils ont tous sédimenté. C'est des tubes qui permettent, c'est une pub qui permet d'acheter des tubes pour faire cela. Mais là, on voit mieux les différentes vitesses de sédimentation. Alors cette vitesse de sédimentation, on a des normes. Pour un homme de moins de 50 ans, elle doit être inférieure à 15 mm la première heure et inférieure à 20 mm après 50 ans. Première heure, par contre, chez la femme, c'est pas les mêmes valeurs, inférieure à 20 mm avant 50 ans et inférieure à 25 mm après 50 ans. Donc ça, c'est la première heure. Et on a également des indications à la deuxième heure. Si, chez un individu de moins de 50 ans, on voit, par exemple, ce tube-là, ah ben là, on n'est pas, alors c'est pixelisé, mais 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm. Et on imagine que c'est la première heure. 80 mm, c'est très supérieur à 15. Or, ça doit être inférieur à 15. Là, c'est un élément qui indique une vitesse très élevée de sédimentation. Et une vitesse de sédimentation élevée, ça peut être un marqueur d'une inflammation. Surtout si on a les valeurs de la protéine C réactive. La protéine C réactive, elle est synthétisée par le foie. Son taux dans le sang augmente rapidement en cas d'infection ou d'inflammation. Et il augmente, mais très 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 fortement. Très fortement. S'il y a une amélioration, il diminue. Et il diminue plus rapidement que la vitesse de sédimentation. Alors, la protéine C réactive, on dit PRC. C'est un marqueur de la phase aiguë de l'infection bactérienne ou de la poussée inflammatoire des maladies rhumatismales. Sa valeur normale ou peu élevée permet de confirmer l'origine virale d'une infection en cas de VS élevé. Donc ça va nous intéresser pour la grippe. Parce que la grippe, c'est un virus. Donc on reprend. Si la valeur est normale de la protéine C, peu élevée en tout cas, si la VS est élevée, donc VS élevé, PRC à peu près normal, plutôt une infection d'origine virale. La grippe, c'est un virus. Alors que si la protéine C réactive est très 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 élevée, ce sera plutôt une bactérie qui est en cause. Dernière chose que l'on peut faire, un sérodiagnostic, c'est-à-dire une sérologie. On va chercher la présence d'anticorps. On va mettre en évidence les anticorps fabriqués par l'individu. Il a fabriqué des anticorps pour se défendre contre un agent infectieux. Donc c'est un examen indirect, un diagnostic indirect. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quelqu'un dont on soupçonne qu'il a la grippe.
Le diagnostic direct, ça veut dire qu'il faut mettre en évidence le virus de la grippe. Il faut faire un prélèvement, cultiver le virus de la grippe et dire, bah, ok, il y a le virus de la grippe chez ce patient, je diagnostique une grippe. C'est compliqué à faire ça. C'est compliqué la culture de virus, ça coûte cher, il y a bien plus simple. On va chercher un témoin d'une défense immunitaire. On va chercher la présence d'anticorps. Si chez une personne il y a des anticorps anti-virus de la grippe, bah, si la personne a fabriqué des anticorps, c'est que, alors soit elle a reçu un vaccin, mais si elle n'a pas été vaccinée, bah, si elle a la présence d'anticorps, c'est qu'elle a été infectée. On fait ça pour le VIH par exemple. Une personne, pour savoir si elle a été infectée, on ne va pas chercher le virus, on va chercher la présence d'anticorps. Si elle a des anticorps, ça veut dire qu'elle a été en contact avec l'agent infectieux, donc elle a été infectée. Donc c'est un diagnostic indirect. Donc si un individu n'a pas été contaminé par un agent pathogène, on dit qu'il est séronégatif. S'il a été contaminé par l'agent pathogène, il a développé des anticorps et il est séropositif. Alors, dans le vocabulaire courant, séropositif, c'est lié au VIH, mais séropositif veut dire sérodiagnostic positif, présence d'anticorps dans le sérum, quel que soit l'agent pathogène. On peut être séropositif au virus de la grippe, séropositif au coronavirus. Ça veut dire qu'il y a présence d'anticorps de cet agent pathogène dans le sérum ou le plasma du patient. La technique la plus utilisée, c'est le test ELISA. C'est un peu compliqué au premier abord, mais vous allez voir, c'est très 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 logique. Ici, on a à gauche un individu séronégatif, c'est-à-dire qu'il n'a pas fabriqué d'anticorps contre la grippe. On est toujours dans le contexte de la grippe. Un individu séropositif, il a été en contact avec le virus de la grippe où il a été vacciné et il a des anticorps antivirus de la grippe. Première chose, on dépose, là il faut que je passe à ça, on dépose une goutte de sérum dans des puits, c'est dans des petites plaques avec des puits, là ça ressemble à une cuve mais c'est un petit puits, qui contient l'antigène. Vous voyez le virus de la grippe, là, hop, l'antigène c'est boule verte, antigène boule verte. Et on dépose du sérum du patient. Et après, on va éliminer, on va faire des lavages. Ne peut se fixer à l'antigène qui est dans la cuve que l'anticorps qui correspond. Donc si c'est l'antigène de la grippe, il n'y a que l'anticorps anti-grippe qui se fixe. Donc la personne qui est positive, elle a les anticorps. Donc les anticorps se fixent. Vous voyez, le paratope reconnaît l'épitope. Elle a plein d'autres anticorps fabriqués pour plein d'autres antigènes, des virus de rhume, de gastroentérite, des bactéries, des pollens, tout ce qu'elle a. On a plein d'anticorps dans notre organisme parce qu'on est en contact avec plein d'antigènes. Ceux qui ne vont pas se fixer, on fait des lavages, donc on va les éliminer. La personne qui n'a pas d'anticorps contre le virus de la grippe, il n'y a rien qui se fixe puisqu'il n'a pas d'anticorps, il est négatif. La personne qui a des anticorps, ces anticorps se sont fixés. Vous voyez la grande différence? Donc, au fond du puits, on fixe l'antigène. Donc on a des tests ELISA pour autant d'antigènes que l'on veut tester. On veut faire, par exemple, une détection du coronavirus. On met un antigène du coronavirus et seuls les anticorps anti-coronavirus peuvent se fixer. On rince, on lave, on rince, puis on va rajouter un anticorps anti-anti ou anticorps anti-anticorps. C'est-à-dire c'est un anticorps qui se fixe à l'anticorps. Donc anticorps anti-anticorps. Et cet anticorps, il est couplé à une enzyme. Cette enzyme, elle s'activera uniquement lorsque l'anticorps se fixera à son anticorps. Okay? Donc c'est un anticorps anti-anticorps couplé à une enzyme. Et si la liaison se fait, la petite enzyme là, elle peut transformer un produit en un composé coloré. On met un substrat qu'on appelle chromogène, c'est-à-dire que c'est une molécule capable de développer une couleur, chromo la couleur, gène générée. S'il y a la liaison des deux anticorps
la molécule est transformée par l'enzyme en produit coloré. Si cet anticorps ici, on le met dans les deux puits, ne se fixe pas à l'anticorps fixé à l'antigène, on fait des lavages, et bien l'anticorps ici, il n'est plus là et il ne peut pas dégrader le produit coloré parce qu'il n'est pas fixé. Comme on fait des lavages, il va être entraîné par les eaux de lavage. Je répète, on va prendre à l'inverse. Ici, l'individu qui a la grippe, il a des anticorps anti-grippe qui se sont fixés à l'antigène de la grippe qui est au fond. Ici, il y a l'antigène de la grippe, là, au fond, la boule verte. Mais comme la personne n'a pas d'anticorps anti-grippe, il ne se fixe pas. Puis on a rajouté un anti-anticorps spécifique de l'anticorps humain. Et l'anti-anticorps, il est couplé à une enzyme. Et l'enzyme va dégrader un produit et transformer ce produit en produit coloré. Elle va dégrader un substrat. Le substrat, c'est ce que l'on met en présence de l'enzyme, et l'enzyme transforme un substrat en produit. Donc, la boule rouge transforme le substrat, qui est incolore. Il est chromogène, c'est-à-dire qu'il est susceptible de développer une couleur. Il va se transformer en couleur que s'il est modifié par l'enzyme. Si vous mettez le chromogène sans enzyme, il reste chromogène, ça reste incolore. Chromogène plus enzyme, à ce moment-là, c'est transformé en produit de couleur et il y a apparition d'une couleur. Mais pour que l'enzyme fonctionne, il faut que l'anticorps couplé à l'enzyme se fixe sur l'anticorps ici. Tant qu'il n'y a pas fixation, l'enzyme n'est pas active. Comme il n'y a pas eu de fixation à gauche de l'anticorps anti-grippe, on appelle ça le conjugué également. L'anti-anticorps, on appelle ça un conjugué. Le conjugué couplé à l'enzyme, il ne peut pas se fixer. Et il est rincé. Donc ici, à la fin, il n'y a rien. Ok. Donc première étape, dépôt du sérum pour savoir s'il y a des anticorps contre l'antigène présent dans le sérum, sachant qu'au fond du puits, on a fixé, on dit qu'on a coaté, ça vient de coat en anglais, manteau, on a fait un revêtement, on a recouvert le fond du puits avec des antigènes. Si la personne n'a pas l'anticorps qui correspond à l'antigène, elle est séronégative. Si elle a les anticorps qui correspondent à l'antigène dans son sérum, soit elle a rencontré l'antigène, soit elle a été vaccinée. Ça peut être deux possibilités. On fait des rinçages. Seuls les anticorps fixés restent fixés. Tout le reste est entraîné par le rinçage. Donc là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ici, tous les anticorps non spécifiques qui n'étaient pas spécifiques, ils ne sont pas fixés parce que là, c'est carré rouge. Or, c'est boule verte. Triangle bleu, boule verte, ça ne marche pas. Donc tout ça, c'est éliminé. Puis, on rajoute l'anti-anticorps fixé à l'enzyme. Là, il peut se fixer. Là, il ne peut pas se fixer. On rince. Donc là, il est fixé, il reste. On rajoute. Donc, on ajoute le substrat chromogène. On ajoute le produit qui, si il y a ce complexe-là, l'enzyme est active. Donc, si l'enzyme est active, va devenir un produit coloré. Donc, la couleur nous fait dire que l'enzyme a dégradé le substrat, que l'anticorps couplé à l'enzyme s'est fixé à l'anticorps recherché, parce que j'avais mis l'antigène au départ. Donc, c'est un examen indirect. Je sais qu'il y a des anticorps, donc je sais que cette personne a vu l'antigène. Voilà pour cette vidéo et ce chapitre sur l'immunité spécifique qui permet la production d'anticorps. On recherche cette production d'anticorps lors de la vaccination. 2 injections, réponse primaire, réponse secondaire. Et comme tout ça est effectué par des cellules du sang, une analyse sanguine permet de voir si le nombre de leucocytes est élevé ou pas, permet de mesurer la vitesse de sédimentation, qui peut être élevée ou pas, et on peut mesurer la protéine C réactive. Et selon tous ces résultats, on va pouvoir dire cette personne a été infectée, cette personne a été vaccinée. Voilà pour cette vidéo.